Bonsoir. Au nom de l'Institut français de Bulgarie, l'ambassade de France en Bulgarie, bonsoir, Monsieur Éric Lebedel, ambassadeur de France en Bulgarie. Bonsoir à tous les invités qui sont présents dans la salle Slaveykov. J'ai le plaisir de dire bonsoir à nos invités spéciaux lors du 4e débat, Notre Europe, quelle Europe voulons-nous? Avant de les présenter, je voudrais dire que ce débat fait partie d'un cycle qui se déroule en partenariat entre l'Institut français de Bulgarie, l'ambassade de France en Bulgarie, la Maison Rouge de culture et de débat. Et je m'appelle Irina Nedeva, je serai la modératrice de ce débat. Merci pour cet honneur à l'Institut français de Bulgarie. Je suis journaliste à la radio bulgare. Le thème, le sujet de ce soir, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Nous aurons le plaisir d'entendre les points de vue sur ce sujet du politiste français, peut-être le plus célèbre et spécialiste en géopolitique, l'un des fondateurs du premier trust, l'Institut français des relations internationales, Monsieur Thierry de Montbrial. Saluons-le. Je voudrais dire aussi que Thierry de Montbrial vient du domaine des sciences naturelles. Il est docteur en économie mathématique. Il commence à étudier les relations internationales en 1973 et il devient le directeur du Centre d'analyse et d'études auprès du ministère des Affaires étrangères. Ici présent, nous saluons aussi Monsieur Salomon Passy, président du Club Atlantique en Bulgarie, président honoraire. Donc, ça fait partie de notre débat. L'océan Atlantique qui divise ou peut-être réunit ces deux unités. En 2003, Salomon Passy était candidat à devenir directeur général de l'OTAN pour sa contribution à l'organisation des expéditions dans l'Antarctique. En 1996, on a nommé un mont en Antarctique, sur l'île Livingston. Il a été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement du Simeon Saxe-Coburg-Gotha. Et encore un détail, on va parler ce soir encore non seulement des États membres de l'Union européenne et des relations outre-Atlantiques, mais aussi des États voisins de l'Union européenne, les Balkans de l'Occident. Le 8 juin, Salomon Passy signe un accord avec le Premier ministre Nicolas Gruevski pour être premier conseiller pour l'intégration de la Macédoine à l'OTAN. Donc l'OTAN fera aussi partie de notre discussion ce soir, mais éclairons un peu le règlement de notre discussion. Vous voyez que les mathématiques représentent un code spécial et une relation pour notre débat de ce soir. Salomon Passy vient aussi du domaine des sciences mathématiques et notamment de la logique mathématique. Tous les deux ont fait des mathématiques et à un moment donné, il s'est avéré que les mathématiques deviennent partie des stratégies globales politiques. D'une manière mathématique, mais aussi formelle, je vais essayer de faire observer le temps pour qu'on puisse terminer à 8 heures, un peu avant 8 heures. Donc nous disposons d'une heure et demie, un peu moins d'une heure et demie. Je vais donc demander à nos invités de commencer par exposer leur thèse. Qu'est-ce qui se passe avec les relations transatlantiques et
quelles devraient être les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, voyant qu'il s'agit d'un tableau global très différent, un nouveau président aux États-Unis, les États-Unis qui s'adressent plutôt vers eux-mêmes, une Union européenne qui se trouve dans une situation un peu complexe, une Union européenne qui essaye de réfléchir sur elle-même en se privant d'un des grands pays qui ne fait plus partie de l'Union européenne, la France aussi avec un nouveau président. Donc la parole est à vous, Monsieur Thierry de Montbrial. Donc je parle français, c'est bien ça. Hein. Merci. Merci, ça a été traduit. Merci. Bon. Alors, quelques mots, donc, je crois qu'il faut être assez rapide. Alors, je voudrais tout d'abord rappeler que les États-Unis viennent de l'Europe. Just a second, there is no microphone. The microphone should be switched on. Maybe, and this is necessary for the translation. Solomon is better than... Il est meilleur que moi en technologie. Il faut d'abord enlever là. C'est pas votre faute. Non, c'est pas la... Oh là là. Est-ce que ça marche maintenant? Oui, ça marche. Non, parce que je me suis demandé si j'émettais des ondes spéciales. Voilà. Bon, alors la première chose, c'est de rappeler que les États-Unis sont fils ou filles de l'Europe. Et que les États-Unis, sur la formation initiale des États-Unis, ce sont des émigrés ou des immigrés européens et qui ont occupé leur territoire sur la base de l'élimination des populations antérieures. Bon. Ce qui veut dire qu'il y a une souche européenne tout à fait fondamentale. Et que cette souche européenne se traduit encore aujourd'hui par des prises de position, on va dire, de nature idéologique ou idéologique et affective, qui parfois jouent un rôle très important. Par exemple, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais on estime, certains estiment à 20 millions la population américaine d'origine polonaise. Et il ne faut pas s'étonner dans ces conditions qu'après la chute de l'Union soviétique, les Américains aient soutenu très fortement les positions polonaises sur certains sujets, et je pense particulièrement à l'Ukraine. La poussée vers l'élargissement de l'OTAN et d'ailleurs aussi de l'Union européenne vers l'Ukraine a été, dans une large mesure, déterminée par des facteurs de politique intérieure qui sont liés eux-mêmes à l'histoire des rapports entre les États-Unis et l'Europe. Je dis ça parce que je suis de ceux qui pensent que cette poussée vers l'Ukraine, cette poussée un peu conquérante vers l'Ukraine dans les années 90 a été très largement responsable des difficultés qui ont suivi et de celles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui avec la Russie. Il faut rappeler aussi que cette filiation des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, elle remonte au siècle des Lumières et c'est une idée très simple, mais ce n'est pas surprenant que les deux seuls pays dans le monde qui aient la prétention de jouer le rôle de phare universel, c'est la France et les États-Unis. Il se trouve simplement que, comme il arrive souvent dans la vie, l'enfant est devenu plus gros que le père. Mais encore aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a des traces de rivalité sur le plan idéologique, je vous rappelle, entre la France et les États-Unis. Troisième point, pour lancer juste le débat, parce que des idées très simples, c'est que les États-Unis ont toujours eu des cycles complexes dans leur rapport avec l'Europe. Les États-Unis ont sauvé l'Europe la Première Guerre mondiale et la Seconde, mais il faut rappeler que dans les deux cas, ils sont intervenus in extremis. Et ils sont intervenus in extremis dans les deux cas parce que le
président des États-Unis de l'époque s'est rendu compte, enfin les États-Unis se sont rendus compte que c'était l'intérêt des États-Unis d'intervenir. Mais ce n'est pas être désagréable vis-à-vis des Américains de rappeler que ces interventions ont été tardives, aussi bien pour la Première que pour la Seconde Guerre mondiale. Et le troisième point que je voudrais... troisième point que je voudrais souligner avant de débattre, c'est la situation particulière dans laquelle l'Europe se trouve aujourd'hui. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont soutenu ce que nous appelons aujourd'hui l'Union européenne, qui s'appelait Communauté, mais ils l'ont soutenu aussi dans une cadre de vision stratégique. Cette vision stratégique, c'était la lutte contre, à partir de 1947, la lutte contre l'Union soviétique et contre la vision conquérante de l'Union soviétique. Et par conséquent, les deux constructions, c'est-à-dire la communauté devenue Union européenne et l'OTAN, sont en réalité les deux constructions complémentaires dans une stratégie, dans une grande stratégie qui était celle de contenir l'Union soviétique en attendant sa chute, comme George Kennan d'ailleurs l'avait écrit très tôt, comme chacun sait. Mais pour les Américains, l'Union européenne n'a jamais revêtu la même signification que par exemple pour les Français et les Allemands qui, eux, ont eu en tête, et on pourra parler tout à l'heure de savoir s'ils l'ont encore, l'idée de la construction d'un nouveau type d'unité politique qui puisse lentement, progressivement, remplacer tout au moins en partie les États-nations membres de cette union. Pour les Américains, non, ce sont deux organisations internationales complémentaires avec une division du travail, la communauté européenne ou l'Union européenne pour l'économie, avec des rapports particuliers avec les États-Unis, et l'OTAN pour le militaire et pour la sécurité. Et ils n'ont jamais envisagé sérieusement que l'Union européenne puisse devenir une instance également en charge de sa propre sécurité. Alors, et j'en terminerai là pour cette première phase de la discussion, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, indépendamment de M. Trump ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, vous l'avez remarqué particulièrement en Bulgarie, l'Union soviétique est tombée il y a 25 ans. Et donc, les circonstances qui étaient à l'origine et de la communauté européenne et de l'OTAN ont disparu. Et donc, nous nous trouvons dans un contexte tout à fait différent, et dans un contexte où vous avez la montée de la Chine, qui rappelle à l'échelle de l'Europe la montée de la Prusse au XIXe siècle. Et nous sommes en train de nous préparer à un contexte qui va dominer le XXIe siècle avec un grand affrontement qui ne prendra pas nécessairement la forme d'une guerre, mais qui pourrait peut-être prendre cette forme entre les États-Unis et la Chine. C'est le phénomène dominant du XXIe siècle. Pour les États-Unis, avec ou sans le président Trump, l'Europe n'a plus du tout l'importance qu'elle avait depuis la Première Guerre mondiale, qu'elle a eue tout au long du XXe siècle. Et quant à la Russie, eh bien, il est commode de la voir toujours comme ennemie, parce que ça permet aussi de justifier un certain nombre de postures. Mais quand vous savez, par exemple, que la Russie, aujourd'hui, son PNB, son produit national brut, est inférieur à celui de l'Italie, parce que souvenons de ça, inférieur à celui de l'Italie, je crois aussi qu'il faut relativiser les choses. Mais le vrai centre d'intérêt stratégique des États-Unis pour les décennies qui viennent, c'est la Chine. Et ce que dit Trump, en des termes qui correspondent à sa propre, sa faible connaissance initiale de la politique étrangère, plus un certain style un peu rude qui le caractérise, mais ce que dit Trump n'est probablement pas tellement différent de ce que pensent les autres Américains. Et donc ma conclusion, c'est que nous, Européens, voyez-vous, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous restons en Europe. Et par conséquent, sur le long terme, notre prospérité et notre sécurité
dépendent de nous, et pas des Américains. Et il faut que nous sortions de cette mentalité de dépendance qui est devenue la nôtre pour des raisons historiques. Et en disant cela, ce n'est d'aucune manière une position anti-américaine. Simplement, il faut savoir que sur le long terme, nous devons absolument mieux nous unir, approfondir la construction européenne et apprendre également progressivement à nous occuper nous-mêmes comme des grands de notre sécurité. Само едно уточнение. Това означава ли, че Европейския съюз не трябва да търси... Аз така или иначе за превода... Je voudrais avoir juste une précision. Est-ce que cela signifie que l'Union européenne ne doit plus chercher ses propres intérêts stratégiques en dehors d'elle-même? Et est-ce que la Chine peut devenir un tel centre d'intérêt stratégique comme elle doit déjà commencer à le devenir pour les États-Unis d'Amérique? Ma réponse rapide, parce que notre modératrice a beaucoup d'autorité. Hein. Donc je sais qu'elle est très autoritaire, donc si je parle trop longuement, je sais que je vais me faire gronder. Donc je réponds rapidement. Oui, bien sûr, l'Union européenne doit avoir une conception de ses propres intérêts qui n'est pas forcément exactement la même que celle des États-Unis. Parce que nous, notre intérêt, en tout cas c'est ma vision, là je parle à l'échelle des décennies qui viennent, hein, je ne parle pas au jour le jour, mais à l'échelle des décennies qui viennent, je suis convaincu que l'intérêt de l'Europe, c'est de jouer un peu des opportunités que peuvent nous donner les uns et les autres. Ce qui n'empêche pas que nous avons aussi, naturellement, sur le plan culturel, sur le plan idéologique en général, que nous soyons beaucoup plus proches des États-Unis que de la Chine. Mais l'idéologie ne doit pas être le déterminant principal de notre stratégie. D'accord, Monsieur Solomon-Passy, êtes-vous d'accord avec Monsieur Thierry de Montbrial pour dire que l'Union européenne ne devrait pas, dans une aussi large mesure, se positionner en moteur des relations transatlantiques, parce que nous nous retrouvons dans une situation radicalement changée. La Russie soviétique n'est plus là dans sa version ancienne. Cette confrontation du temps de la guerre froide ne fonctionne plus pour le partenariat transatlantique, si j'ai bien compris. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord remercier l'ambassadeur de France, Monsieur Lebedel, et l'Institut français de me donner cette chance de débattre avec un des plus grands esprits politiques que la France ait donné au monde. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Une deuxième remarque que j'aimerais faire, dans cette salle, je suis toujours emplie d'une grande émotion, et c'est dû au fait que lorsque j'avais 7 ans, c'était le bâtiment de l'Alliance où je venais faire des cours d'anglais, et sur cette estrade, je jouais dans des pièces de théâtre, je jouais toujours le rôle d'un petit lapin. Voilà, donc cette émotion revient toujours, et elle a continué de m'emplir lorsque je suis devenue ministre des Affaires étrangères. Nous avons passé, à ce moment-là, nous avons signé un accord avec la France pour lui restituer cette propriété, et j'en suis très fière. Voilà, eh bien je m'arrête là pour ce qui est des émotions. J'aimerais aussi féliciter la France et tous les représentants de la France pour cet excellent choix qui a été fait en élisant Emmanuel Macron pour président. Je dirais que la France, pour la énième fois, vient de sauver l'Europe. Je ne sais pas si les analystes européens se rendent compte du grand rôle que la France commence à jouer après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. La France devient
devient le seul pays force nucléaire membre de l'Union européenne. C'est une nouvelle responsabilité, un nouveau leadership qui lui incombe de cette manière et nous allons commencer à réaliser pleinement ce grand rôle que la France est amenée à jouer dans l'Union européenne à partir de ce moment-là. Je suis ravie que Thierry ait commencé de parler de la Chine. J'ai effectué récemment une visite de 5 jours à Pékin et je dois vous dire, ça faisait 10 ans que j'y étais pas allée. Avant, j'y allais plus souvent. Eh bien, pour ces 10 ans, j'ai vu non pas de grandes différences, mais surtout, j'ai vu qu'il n'y avait aucune ressemblance entre le Pékin de 2017 et le Pékin de 2007. C'est une ville totalement inconnue, nouvelle, que j'ai découverte. Une ville riche, avec un parc automobile magnifique, avec de grandes rues très belles et très propres, sans les grands embouteillages qu'on voit souvent dans les pays asiatiques. Une ville parfaitement aménagée qui ressemble à certaines capitales européennes et à New York prises ensemble. Eh bien, je me suis rendu compte que Pékin va bientôt peut-être devenir la capitale du monde. Et il y a plus, il nous faut nous rendre compte du fait que la Chine n'est pas toute seule. Ce n'est plus le pays du Mao Zedong. La Chine fait partie aujourd'hui du BRICS. Les pays BRICS et beaucoup d'autres pays aspirent à adhérer à ce groupe. Je crains que la Turquie ne commence à aspirer à le faire aussi si elle est rejetée par l'Union européenne. Les pays BRICS, c'est une nouvelle merveille. On ne peut pas dire que c'est une union des pays non démocratiques contre les démocraties, non, parce que le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde en font partie et on ne pourrait pas dire que ce sont des pays non démocratiques. De plus, ces pays BRICS ont déjà une dimension militaire avec le groupe de Shanghai, l'organisation de coopération de Shanghai. Et c'est très intéressant de point de vue géopolitique. Même l'Inde, qui était fondatrice du mouvement des pays non alignés. L'Inde a toujours été un pays militairement non aligné, eh bien, elle a rejoint aussi cette organisation de coopération de Shanghai. Eh bien, tout cela nous dit qu'il y a un nouveau pôle mondial qui est en train d'émerger. C'est peut-être pas un pôle, un groupe. Je ne sais pas comment nommer ce groupe. Un collègue hier a une discussion de ce type à l'ambassade d'Allemagne. Hier a nommé ce groupe le non-Occident. Nous sommes confrontés aujourd'hui à la grande compétition entre l'Occident et le non-Occident. Et malheureusement, l'Occident est trop focalisé sur ses propres problèmes. L'Occident est trop sur des problèmes de cuisine, des problèmes provinciaux qui n'ont aucune valeur sur fond de cette croissance colossale de l'économie mondiale. Des problèmes tels que ceux soulevés par Marine Le Pen ou par les gens qui, en Angleterre, ont provoqué le Brexit, des questions qui ne sont non seulement populistes, mais qui n'ont aucun rapport avec le développement du monde et retirent de l'énergie à l'Occident, détournent l'Occident d'une vraie compétition avec les pays BRICS et le non-Occident. Alors, j'en viens maintenant aux relations transatlantiques et c'est que ce message de Thierry qu'Irina a essayé de présenter, je pense que nous devons renforcer ce lien transatlantique parce que dans ce lien transatlantique, nous avons la chance de survivre. Autrement, l'Europe se retrouvera fortement menacée par un scénario qui la rendrait lentement et doucement l'arrière-cour de la Chine. L'Europe risque de se transformer en l'arrière-cour de la Chine. Donc, ce que je pense que nous devons faire, comment mondialiser l'Occident, et quand je dis Occident, j'ai en vue surtout les deux organisations, l'Union européenne et l'OTAN, eh bien, il nous faut voir le rôle de l'Europe
l'Europe pour la mondialisation de l'Occident. En Amérique, il y a un grand problème qui est celui de l'isolationnisme. En raison de cet isolationnisme, l'Occident souffre de plusieurs maux que nous avons connus au cours de ces dernières années. Que signifie l'isolationnisme? Eh bien, j'ai essayé de me documenter hier et j'ai constaté que seuls 46% des Américains avaient un passeport. Ceci veut dire que seuls 46% des Américains avaient le droit de quitter les États-Unis, peut-être pour aller juste au Mexique, au Canada. On sait qu'il n'y a pas de grands voyageurs réels là-bas. En même temps, pour la France, l'information nous dit que 90% des Français détiennent un passeport international. Ça veut dire que 90% des Français avaient la possibilité théorique de visiter non seulement l'Union européenne, mais aussi le reste du monde. Notre grand problème, c'est que les Américains ne voyagent pas. Et s'ils ne voyagent pas, c'est à nous d'aller leur rendre visite. Non, il ne faut pas en rire. Il ne faut pas en rire parce que nous croyons qu'ils savent plus que nous. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas de mauvais gens, mais il y a des choses qu'ils ne connaissent pas et il faut leur dire ces choses-là. Et une de ces choses-là, eh bien, c'est qu'ils doivent voyager plus. L'Union européenne, ce qu'elle pourrait faire, c'est d'ouvrir ses propres bureaux diplomatiques dans chacun de 50 États américains, de l'Alaska à la Floride, des bureaux diplomatiques pour présenter l'Europe aux Américains, pour leur rappeler aussi que les Américains sont des Européens qui ont un peu oublié leurs origines. C'est notre première mission. La deuxième mission de l'Europe, c'est la mondialisation de l'OTAN. Ce qui se passe aujourd'hui dans les Balkans avec l'OTAN, c'est un micro-élargissement. Ce qu'il nous faut en tant qu'Européens, ce qu'il nous faut faire, c'est convaincre les Américains qu'il faut intégrer à l'OTAN nos partenaires classiques déjà, comme le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée. C'est une nouvelle mondialisation de l'Occident qui est naturelle parce que ce sont des pays qui appartiennent au même groupe sanguin que nous. La Nouvelle-Zélande, l'Australie sont aussi des pays occidentaux au sein de l'ONU. Et ce qu'il faut aussi faire, à mon avis, bien sûr, il ne faut pas rechercher de confrontation avec la Chine. Je pense que une invitation adressée à la Chine pour rejoindre le partenariat de la paix à l'OTAN serait très utile aussi. Mais une autre chose à laquelle il nous faut penser pour renforcer le lien transatlantique, eh bien, c'est un nouveau regard que nous devons jeter sur Cuba et sur la Colombie. Je pense que ces deux pays pourraient être des membres tout à fait légitimes de l'OTAN et pourraient être un nouveau pilier du lien transatlantique de l'autre côté de l'océan Atlantique. Donc, ce lien transatlantique, il ne faut pas juste dire comment l'Europe est dominée par les États-Unis. Il faut essayer de voir comment on pourrait faire en sorte que les États-Unis abandonnent leur relation de monopole par rapport à des pays comme Cuba, la Colombie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Et on devrait dire aux États-Unis que nous voulons des relations renforcées avec ces pays. Sinon, l'élargissement dans les Balkans occidentaux de l'OTAN, c'est magnifique. Merci. J'ai été à Washington pendant 1 an lorsqu'il y a eu l'explosion de Wall Street et à l'époque déjà le grand sujet c'était non pas le partenariat transatlantique mais le partenariat transpacifique. On avait tourné le globe terrestre dans l'autre côté, dans l'autre sens. Donc, si j'ai bien compris ce qu'a dit monsieur de Montbrial, ce partenariat transatlantique et le lien à travers l'océan Atlantique avec les États-Unis, ce rêve réalisé des Européens qui émigrent là-bas, y compris les idées de la Révolution française qui sont réalisées dans une certaine mesure aux États-Unis. Est-ce qu'il faut repenser tout cela? Est-ce qu'il faut élargir?
c'est l'appel qui a été lancé par M. Solomon Passy. Imaginez un élargissement, une mondialisation, y compris de l'OTAN en tant que pilier du partenariat transatlantique, ou bien il faut penser à autre chose que l'Union européenne pourrait faire, une armée européenne, un système de sécurité européen collectif. Quel sens choisir? Est-ce que les réponses, vos réponses sont divisées là-dessus? Non, j'ai beaucoup d'admiration pour Solomon Passy et je ne vois pas comment on pourrait se diviser. Mais j'ai deux points de désaccord qu'on peut discuter. Le premier, qui est un désaccord radical, c'est que les embouteillages à Pékin sont absolument terribles. Alors je ne sais pas comment sont passés les... Moi j'y vais tous les ans depuis des décennies et la circulation à Pékin peut être absolument épouvantable. Alors je pense qu'il a eu beaucoup de chance quand il était là récemment et son enthousiasme pour la Chine fait qu'il n'a pas remarqué apparemment la pollution à Pékin qui est l'une des plus épouvantables dans le monde aujourd'hui, puisqu'il y a des journées entières où Pékin est submergé par cette pollution. Et je déconseille à tous ceux qui ont les poumons sensibles d'aller à Pékin sans avoir un équipement approprié. Bon, ça c'est quand même assez sérieux. Bon, alors mon deuxième désaccord, c'est que avant d'en arriver à cette projection d'une alliance atlantique qui deviendrait mondiale, une alliance atlantique qui devient mondiale, c'est l'ambition de l'ONU. Hein, en réalité, c'est la sécurité collective. Donc c'est un projet qui existe déjà, mais qui n'est que très imparfaitement réalisé. Mais en attendant, le problème qui nous menace aujourd'hui, c'est l'éclatement de l'Europe. C'est ça le risque. Je veux dire, aujourd'hui, le risque, c'est l'éclatement de l'Europe. Et avant d'aller m'occuper de Cuba, et d'ailleurs d'y retrouver les Américains qui sont toujours dans l'esprit de la doctrine de Monroe, et je ne suis pas sûr du tout que les Américains aient envie de voir débarquer sur le plan stratégique, tout au moins d'autres pays, mais moi je donne la priorité, au moins pour un certain nombre d'années, à notre sécurité immédiate, c'est-à-dire en Europe aujourd'hui, notre sécurité, elle est menacée très sérieusement. Elle est menacée par nos propres divisions d'ailleurs, mais elle est menacée principalement par ce qui se passe au Moyen-Orient et en Afrique. L'Afrique est en train de devenir une source de préoccupation majeure pour l'Europe. Parce qu'elle est en train de tomber sous l'influence des groupes terroristes pour des raisons qu'on peut analyser. Bon, et il y a également la question de nos rapports avec la Russie, qui pour le moment n'est pas du tout réglée, et qui doit l'être. Je voudrais dire aussi que s'agissant de pays comme l'Inde, etc., bon, l'Inde, par exemple, joue un jeu de bascule, puisque l'Inde était traditionnellement l'allié de l'Union soviétique et par conséquent plutôt anti-américain, des leaders des pays non alignés, etc., cependant que la Chine était l'allié du Pakistan. Bon, tout ça est en train de changer parce qu'il y a une réorganisation justement pour faire contrepoids à la Chine. L'Inde est aujourd'hui beaucoup plus proche des États-Unis, sans pour autant d'ailleurs avoir renoncé à ses liens avec la Russie. Donc je suis d'accord avec Solomon que nous devons nous prendre notre place dans ce jeu global. Ça, je suis absolument d'accord avec lui. Mais s'agissant des urgences, des préoccupations, encore une fois, majeures, les préoccupations majeures pour l'Europe, c'est premièrement de survivre elle-même, bon, et deuxièmement, ce qui est d'ailleurs une partie du premièrement, de bien identifier les menaces sécuritaires principales. Et ça, c'est un sujet dont nous n'avons pas encore parlé, qui est le terrorisme d'origine islamique, le terrorisme islamique. Donc c'est le Moyen-Orient, l'Afrique
Et sur la question de la Russie, je crois qu'il faut une discussion spéciale. Добре, а какво да се прави в тази ситуация на нестабилност? Et que faire dans cette situation d'instabilité? Dans votre ouvrage, les think tanks, c'est un livre qui vient de paraître ces derniers jours sur le marché bulgare. Son traducteur, Monsieur Angelov, est là. Il est un ancien ambassadeur en France. Il est dans la salle ce soir. On va le remercier pour cette édition. Dans ce livre, j'ai lu une thèse à vous qui est très intéressante et qui dit que nous voyons une dilution des frontières au Moyen-Orient, dans le nord de l'Afrique, une chose qui survient dans une situation où l'Union européenne doit renforcer ses frontières sous la pression de certaines voix qui viennent des différents peuples européens, ces craintes de voir arriver les réfugiés, le terrorisme islamique sur le territoire de l'Europe. Quelle est la solution alors? L'Europe ne se retrouve-t-elle pas dans une situation où elle doit essentiellement s'occuper d'elle-même, c'est-à-dire de se retrouver dans ce même piège de l'isolationnisme où se sont déjà retrouvés les États-Unis, donc se focaliser sur sa propre crise, oublier des projets comme l'élargissement de l'Union, et ça peut conduire à une certaine déstabilisation sur la périphérie de l'Union européenne, et ça peut affaiblir davantage. N'est-ce pas là un piège? Comment en sortir si l'Union européenne continue à se focaliser uniquement sur sa situation complexe du moment? D'abord, je ne recommande absolument pas que l'Union européenne se focalise uniquement sur elle-même. Et d'ailleurs, je crois que là-dessus, Solomon et moi, nous avons tous les deux, nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut insérer notre action dans une perspective globale du monde entier, naturellement. Mais nous avons un proverbe en français qui, je suis sûr que vous avez l'équivalent en bulgare, c'est « qui trop embrasse, mal étreint ». Enfin, qui trop embrasse, ah là j'ai une difficulté. C'est-à-dire, bon, qui trop embrasse, mal étreint. Si vous voulez trop faire de choses, vous ne faites rien. Bon. Il faut avoir des priorités. Et on ne peut pas parler d'isolationnisme européen. Il faut bien voir que l'élargissement de l'Europe, ce que nous avons fait ces 25 dernières années, est extraordinaire. Extraordinaire. La chute de l'Union soviétique était quelque chose qui était parfaitement imprévisible, enfin imprévisible dans le calendrier, dans le temps. On pouvait dire qu'un jour, l'Union soviétique s'écroulerait, mais la façon dont ça s'est passé était absolument imprévisible. Bon. Nous avons dû, alors l'Union européenne, qui s'appelait d'ailleurs Communauté à ce moment-là, on avait déjà beaucoup élargi, on s'était déjà beaucoup affaibli par conséquent. On s'était déjà beaucoup affaibli, déjà. Mais brusquement, on a eu le choix soit de refuser d'accueillir les pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est libérés du communisme, soit, et il y a eu tout un débat là-dessus, de créer une autre organisation, une confédération, ça a été très sérieusement discuté, mais qui soit quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup moins contraignant que la communauté européenne. Et la décision a été prise d'élargir, et d'élargir extrêmement rapidement. Et je ne vous cache pas que moi, dans mes écrits de l'époque, que je ne renie pas, j'ai vu tout de suite le danger énorme de cet élargissement. Parce que ce danger, c'était de se retrouver avec une organisation incontrôlable, c'est-à-dire une organisation inefficace. Nous avions, quand j'ai fait mes débuts dans le domaine de la politique internationale, à l'époque où je dirigeais ce centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères,
la doctrine, c'était toujours on élargit et ensuite on élargit prudemment et ensuite on approfondit pour consolider l'élargissement. Puis ensuite, vous savez, c'est comme la montagne. Quand vous faites de la montagne, hein, vous devez chaque pas assurer la position avant de faire le pas suivant. Là, brusquement, nous avons élargi massivement et j'ai une affection profonde pour la Bulgarie. Pardon de vous dire que je l'ai aussi pour la Roumanie, hein, vous me pardonnerez, mais je pense qu'en décidant de faire entrer typiquement la Roumanie et la Bulgarie en 2007, se rentrer en 2007, c'était très osé, c'était extrêmement osé de faire ça si rapidement, et d'autres avant. Alors, notre problème aujourd'hui, c'est celui-là, c'est que l'Europe a été élargie extrêmement vite, et elle est bancale, elle marche mal, elle marche très mal même. Et toutes ces questions de frontières, etc., c'est la conséquence d'un élargissement qui a été un peu précipité. Et il est vrai que les accords de traité de Maastricht et ensuite la construction un peu bancale aussi de l'euro, on pourrait reparler de la zone euro en détail, et les accords de Schengen qui n'ont en réalité pas été sérieusement mis en œuvre. Les accords de Schengen n'ont pas été sérieusement mis en œuvre. Parce qu'ils prévoyaient justement une consolidation des frontières, etc. etc. Bon. Et c'est donc tout ça aujourd'hui qu'il faut consolider, qu'il faut réparer, hein, là où il y a des insuffisances. Donc, il ne s'agit pas d'isolationnisme. Je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est tirer les leçons de toutes les difficultés que nous avons accumulées et que nous avons rencontrées ces dernières années, en particulier avec la zone euro et avec Schengen et avec par conséquent les problèmes de réfugiés, etc., etc. Bon, il y a aussi la question du Brexit. Il faut réparer tout ça. Il faut bien réfléchir à nos intérêts stratégiques. Et puis ensuite, eh bien, on verra. Mais je suis d'accord sur le principe qu'il n'y a pas de frontières naturelles à l'Union européenne. Que l'Union européenne reprenne plus tard la marche vers son élargissement, je le conçois tout à fait. Mais ce que je dis, et là je le dis catégoriquement, c'est que si nous continuons à vouloir élargir sans avoir consolidé les bases précédentes, à ce moment-là, je pense que nous allons effectivement à la catastrophe. Et c'est cela qu'il faut, à mon avis, empêcher. Alors, sur le long terme, je pense que je suis suffisamment mondialiste pour comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir une politique de présence au monde la plus large possible. Вие сте въпроси, коментари, реакции? La parole est à vous pour des questions, des commentaires, des réactions. Alors, au fond de la salle, l'avant-dernière rangée. Merci beaucoup pour ce début de débat. J'espère qu'au fil des questions, il deviendra plus intéressant encore. Merci pour ce début de débat. Je pense qu'au fil des questions, il deviendra plus intéressant encore. Alors, je suis provoquée par votre dernière thèse. Ma question sera la suivante. Comment avez-vous stabilisé les bases avec la Grande-Bretagne ? Si c'est de la même manière qu'on va consolider les bases avec les nouveaux membres, je pense qu'on n'y arrivera pas vraiment. Et ma deuxième question sera la suivante. Qu'avons-nous réussi à développer au sein de l'OTAN, Monsieur Passy, pour en arriver à cette politique de sécurité propre pour l'Union européenne? C'est-à-dire, comment aller au-delà des océans quand j'ai l'impression que nous n'arrivons pas à aller jusqu'à l'autre qui est
en face de nous, ici, au quartier général de l'OTAN, sur le territoire de l'Union européenne, et qu'on n'arrive pas à nous mettre d'accord de quoi il s'agit. Parce que si tout allait bien, si on avait tout fait comme il fallait en matière de coopération entre nous, là, je serais d'accord pour dire qu'on peut aller vers les autres continents. Mais à ce moment-là, pourquoi l'Union européenne a-t-elle adopté une politique de défense et de sécurité avec un budget à part? Et je ne vais pas du tout vous poser la question des montants qui vont être affectés à cette politique à l'avenir. Voilà. Merci. On va prendre plusieurs questions parce qu'on a un temps limité quand même au fond de la salle. Une question pour Monsieur Passy, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi Simon II. Monsieur Passy, savez-vous quel est le pourcentage à l'issue des dernières élections en France obtenu par l'extrême gauche, Monsieur Mélenchon, et puis quel est le pourcentage aussi de Madame Le Pen, les Français qui ne veulent pas de la mondialisation. 56% des Français ne veulent pas de la mondialisation. Je vous aide en vous fournissant cet élément. Si vous mettez aussi les bulletins blancs. Et d'après vous, deuxième question, pourquoi les 4 de Visegrad commencent à mener leur propre politique? Une question que je vous adresse en votre qualité d'ancien ministre des Affaires étrangères. D'autres questions? Bonsoir. Ma question est adressée à Monsieur de Montbrial. C'est lié à l'élargissement tant attendu de l'Union européenne et de l'OTAN dans les Balkans occidentaux. Vous avez dit que l'Union européenne allait perdre de sa stabilité en s'élargissant trop vite. Dans la direction actuelle de la Commission européenne, il y a aussi des tentatives pour ralentir cet élargissement, mais en même temps, les Balkans occidentaux sont très instables, toujours. Comment les rendre plus stables en tant que région si on n'accélère pas leur intégration à l'Europe unie? Le journaliste américain Jim Martz a publié un ouvrage, L'avènement du Quatrième Reich, en ayant vu les États-Unis. Est-il possible que ce soit la réalité aujourd'hui? J'ai pas bien entendu cette question. Le journaliste américain Jim Martz a publié un ouvrage qui s'appelle L'avènement du Quatrième Reich en ayant vu les États-Unis d'Amérique. Donc ma question est la suivante. Est-ce la réalité aujourd'hui dans la politique des États-Unis? D'accord. Une autre question ici, au deuxième rang. J'aurais une question à adresser aux deux intervenants et aussi à la modératrice de ce débat. J'aimerais aussi partir de l'intervention de M. Montbrial de ce matin. Il a évoqué ce matin l'importance philosophique, pour ainsi dire, du développement de la société. En fait, l'Europe acquiert une signification globale justement grâce à son changement de philosophie sur le développement de la société. Et au moment où cette philosophie a échoué, pour ainsi dire, eh bien, elle essaie toujours de trouver son importance. Monsieur Montbrial a évoqué deux éléments à ce moment-là, le passé, l'influence du passé et l'influence de l'avenir.
pour moi, c'était très impressionnant en ce moment, parce qu'on est à la recherche d'une issue de la situation que connaît l'Union européenne. Il nous faut trouver la philosophie de l'avenir. Pourriez-vous faire un commentaire sur ce point-là, la philosophie de l'avenir? Comment pourrait-elle aider au développement de l'Union européenne? Pour moi, c'est ça la possibilité d'apporter une réponse, une solution. Je pourrais élargir, mais j'ai pas cette possibilité. C'est votre question? Oui, pour l'instant. Nous avons donc 10 questions posées déjà. Je vais commencer par la plus grande inquiétude quand on parle qu'il faut ralentir un peu le rythme de l'élargissement de l'Union européenne, qu'il faut repenser les fondements de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on a en vue, en fait? Et quand on dit que l'élargissement en direction même de la Bulgarie et de la Roumanie a été un peu fait de façon précipitée, donc il n'y a pas moyen de continuer sur ce même rythme d'élargissement. Donc comment l'Union européenne pourra-t-elle stabiliser ses fondements de manière à ce que on est arrivé à ce Brexit? Ça, c'était la première question provocante qui a été posée et à laquelle il faut trouver une question. Quand est-ce que l'Union européenne s'est rendue compte qu'il faut stabiliser ses fondements au moment où le Brexit s'est produit, étant donné que c'était l'une des plus grandes économies au sein de l'Union européenne? Bon, c'est moi qui... Bon. Alors, d'abord, je pense qu'il faut avoir le sens du temps. Il faut avoir le sens de la durée. Einstein disait il faisait remarquer que pour faire un enfant, il fallait 9 mois. Alors vous me direz, il n'y a pas besoin d'Einstein pour dire que pour faire un enfant, il faut 9 mois. Bon. Mais il disait aussi que si vous mettez les unes à côté des autres 9 femmes qui chacune sont enceintes d'1 mois, ça ne fait pas un enfant. Bon. C'est très profond. Il faut le temps. Bon. Moi, je crois que ce que nous avons fait, nous venons de commémorer le 60e anniversaire du traité de Rome, ce que nous avons fait en 60 ans, par n'importe quel critère historique, est extraordinaire. Extraordinaire. Bon. Et moi, je demande à chacun de comprendre que c'est extraordinaire. Alors, bien entendu, hein, si en un coup de baguette magique, on pouvait faire que tous les pays du monde s'unissent et soient gentils, ce serait mieux. Mais ce que nous avons fait est extraordinaire. Alors, pour ce qui me concerne, je vous dis ça aussi, je n'ai jamais cédé à la démagogie, c'est-à-dire de dire à un public ce qu'il a envie d'entendre. Non, c'est facile de dire à un public qu'il a envie d'entendre. En 1990, l'Union soviétique n'était pas encore morte. Et j'ai été invité en Ukraine par Georges Soros, d'ailleurs. J'ai fait partie brièvement d'un advisory board présidé par Georges Soros pour dire aux Ukrainiens ce qu'il fallait qu'ils fassent. Bon. Et dans un public comme ce soir, j'ai été invité ils voulaient que je leur dise que l'Ukraine allait rejoindre l'Union européenne dans les années qui viennent. Et je leur ai dit, parce qu'il se trouve que j'ai noté, c'était en 1990, et je leur ai dit, dans 25 ans, vous n'y serez pas. Et 25 ans après, c'était il y a 2 ans, 2015. Bon, alors soyons réalistes. Il faut être réaliste. Bon, c'est facile de dire on va intégrer les Balkans, etc. Et c'est pas comme ça que ça va marcher. Alors, ça c'est la remarque initiale. Maintenant, je vais vous dire 2 mots sur le Brexit et 2 mots sur justement la question très intéressante des Balkans. Bon, alors commençons par
il y a d'autres questions. Il y a le 4e Reich, je dois dire que je n'ai pas bien compris. Mais donc je prends ces 2 questions là. Bon, en ce qui concerne le Brexit, il se trouve que lorsque l'on a construit la communauté européenne, ensuite l'Union européenne, bon, initialement, jamais personne n'a imaginé qu'un pays membre, une fois membre de l'Union européenne, pourrait en sortir. Ce n'était même pas prévu. Le fameux article 50 est arrivé après. Et cet article 50, il ne donne aucun détail, pratiquement, extrêmement peu. Donc c'est une situation totalement nouvelle dans laquelle on s'est trouvé. Je voudrais, c'est pas nous qui mettons les Britanniques à la porte, c'est eux qui décident de sortir. Bon, d'autres pays peuvent décider de sortir par la suite. C'est pour ça d'ailleurs que ce qui va se passer avec la Grande-Bretagne est extrêmement important, parce que ça va servir de précédent pour les autres. Bon, alors, un de mes compatriotes illustres, peut-être le plus illustre du XXe siècle, qui s'appelait le général de Gaulle, ne voulait pas l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas? Parce qu'il était convaincu, et il avait raison, que les Britanniques n'étaient pas réellement intéressés à rentrer dans la communauté comme les Français et les Allemands, entre autres, voulaient la construire, mais qu'ils voulaient avoir un pied dedans pour mieux surveiller ce qui se passait, etc. Les Britanniques n'ont jamais réellement adhéré au projet de l'Union européenne. Bon, ils ont voté pour sortir, apparemment ils le regrettent déjà, mais ils ont voté pour sortir. Eh bien, il faut maintenant accomplir ce projet jusqu'au bout, sans animosité et sans cadeau. Bon. Et donc, il faudra que ça se passe, ça prendra beaucoup de temps, ça va être très compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, ce que j'observe, c'est que des pays, je pense à la Hongrie notamment, peut-être un peu à la Tchécoslovaquie, à la République tchèque, qui commençaient à flirter aussi avec l'idée de quitter l'Union européenne, depuis le Brexit, ils se sont calmés. Hein, on ne les entend plus beaucoup, parce qu'ils commencent à se rendre compte que de quitter l'Union européenne, ce serait peut-être pour eux un très mauvais calcul. Alors, moi, ce que je dis, c'est que les pays qui sont dans l'Union européenne, d'abord, ils doivent être fiers d'y être. Ils doivent être fiers d'y être et ils doivent travailler dur, tous, pas seulement pour leurs intérêts individuels de chaque pays, mais pour la construction européenne elle-même. Et ça, comme j'ai essayé de le dire, ça suppose aussi de réparer ce qui va mal. Quand dans un immeuble, vous avez une fuite où il y a le système de chauffage qui ne marche pas, une fuite d'eau, etc., eh bien, vous réparez l'immeuble. S'il y a des fondations qui sont insuffisantes, eh bien, on reprend les fondations, on les reconstruit. Aujourd'hui, nous savons, nous avons identifié, nous tous, collectivement, un certain nombre de points qui doivent être réparés. Et je pense à, par exemple, les conditions de viabilité de l'euro pour la zone euro. Même ceux qui ne sont pas dans la zone euro, ils ont intérêt d'ailleurs à ce que la zone euro fonctionne bien. Je pense naturellement à la question des frontières, à Schengen, mais je pense aussi au fonctionnement de la Commission elle-même. C'est vrai qu'une Commission avec 27, 28 membres, songez que dans la Commission actuelle, si vous demandez à chaque commissaire dans une réunion de parler 5 minutes, ce qui n'est pas beaucoup, 5 minutes sur une question importante, il faut plus de 2 heures pour faire le tour de comment voulez-vous travailler comme ça? C'est impossible. C'est impossible même pour des questions pratiques. Donc il y a toute une série de choses qui sont à réparer. Et je dis, c'est seulement quand on aura consolidé qu'on pourra reprendre l'élargissement. Et sur les Balkans, là aussi, je vais faire une réponse qui ne sera peut-être pas très populaire. Je prends la responsabilité de le faire. Les Balkans ont toujours été un problème majeur pour la stabilité de l'Europe. Toujours. Bon, c'est un fait. Ce n'est pas de notre faute. Bon, c'est pour des raisons historiques qui s'expliquent d'ailleurs un peu quand on s'intéresse à l'histoire de l'Europe. Mais les Balkans, à la fin du XIXe siècle, la première guerre, la deuxième guerre des Balkans, etc., tout ça, ce sont des situations extraordinairement complexes, qu'on retrouve d'ailleurs aussi au Moyen-Orient, des situations plus ou moins comparables. Mais moi, je n'ai pas envie, en élargissant
d'une manière irresponsable l'Union européenne d'importer à l'intérieur de l'Union européenne les problèmes des Balkans. Déjà, d'ailleurs, on l'a fait un peu avec la Grèce et la Turquie, soit dit entre parenthèses. L'histoire de la Grèce et de la Turquie, le fait d'avoir, par exemple, fait rentrer la Grèce avant d'avoir réglé le problème de Chypre, par exemple, c'était probablement une faute. En tout cas, c'est mon avis. Et c'est un avis qui est partagé aussi par d'autres. Bon. Je suis certain, mesdames et messieurs, que si aujourd'hui on élargissait l'Union européenne à tous les Balkans, eh bien, c'est comme un virus que vous mettez à l'intérieur du corps le plus sain. On entreprend la destruction de la construction européenne. Alors, je crois que nous avons en effet une responsabilité pour essayer de stabiliser autant que possible les Balkans, et je crois d'ailleurs qu'on le fait autant qu'il est possible, mais ne me demandez pas d'élargir l'Union européenne aux Balkans comme ça. Mais peut-être n'y a-t-il pas le risque que l'Union européenne se rétrécisse au moteur franco-allemand? Parce que si l'Union européenne renforce ses fondations, elle va revenir à sa position initiale stable d'où est partie l'idée même de créer l'Union européenne. Et sera-t-elle donc est-ce que ce sera une position suffisamment forte, une France et une Allemagne très fortes, peut-être même une Allemagne plus forte, mais est-ce suffisant sur le fond des autres instabilités globales sur cette planète? Je voudrais, moi, donner un exemple. Nous, on se dit, voilà, nous avons accueilli ces pays qui ne sont pas si stables. Et là, je vais dire que si beaucoup des États membres qui sont déjà membres, s'ils étaient en train de négocier l'adhésion de l'Union européenne, ils n'allaient pas être adoptés. Si maintenant les États, donc les Pays-Bas, menaient les négociations, devaient négocier, ils n'allaient pas devenir membres, tout comme l'Espagne. Autre chose, l'élargissement atténue une grande partie des grands conflits. Le conflit entre la Slovénie et la Croatie concernant la délimitation dans la mer Adriatique, ce conflit a été réglé uniquement parce que ces deux pays sont devenus membres de l'Union européenne. Je ne peux pas vous promettre que si ces deux États membres n'étaient pas devenus membres de l'Union européenne, il n'y aurait pas une guerre maintenant. Et aujourd'hui, peut-être la mer Adriatique, cette mer Adriatique, si elle n'était pas devenue partie de l'OTAN, il y aurait peut-être maintenant plusieurs bases russes. Donc, c'est une question qui a déjà été réglée grâce à l'adhésion de plusieurs États membres à l'Union européenne. Alors, pourquoi l'OTAN n'est-il pas suffisant? Mais là, je vais répondre plus tard à cette question. Autre chose, une question très importante posée liée aux 56% des Français qui ne voulaient pas ceci ou cela. Oui, mais excusez-moi, si 56% des habitants de votre coopération veulent faire exploser votre copropriété, ils disent, voilà, donc est-ce que les autres vont les suivre? Non. Alors, les Britanniques, ils commencent à se poser des questions maintenant qui, avant, n'ont jamais été discutées avant. Combien d'entre eux se posaient la question sur l'Écosse, que l'Écosse voudrait sortir maintenant de la Grande-Bretagne? Très peu. La question de l'Irlande du Nord aussi. Combien d'entre eux se rendaient compte que maintenant, il faudra faire la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord? Une question très douloureuse, étant donné l'histoire de la Grande-Bretagne. Combien d'entre eux se rendaient compte que, grâce au fait que la Grande-Bretagne et l'Espagne sont membres de l'Union européenne était neutre par rapport au Gibraltar. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Gibraltar, qui est l'une des perles de la couronne britannique?
est-ce que qui va soutenir donc Gibraltar? Et la probabilité que les Britanniques perdent Gibraltar est très réelle. Après, ce sera peut-être le tour aux îles Falkland. Et finalement, la reine britannique va dire peut-être « je n'ai pas envie de régner encore, j'abdique et je ne vais plus m'en occuper ». Donc voilà, c'est 56% qui va se produire. Donc je pense que la meilleure solution des problèmes, ce sont les technologies. Ce sont les technologies de l'information qui ont devancé. L'OTAN a une responsabilité pour beaucoup de pays. Si une cyberattaque qui nous vient de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, du Singapour, qui vient de ces pays-là, qu'est-ce que vous allez dire? Moi, ces cyberattaques ne vient d'un endroit qui ne fait pas partie de la zone de ma responsabilité. On ne peut pas dire ça. Et Stoltenberg a dit il y a quelques semaines que les cyberattaques sont des attaques qui vont être prises très au sérieux. Donc, il y a de facto une révision du traité transatlantique. J'ai parlé tout le temps de la mondialisation de l'Union européenne et non pas de l'élargissement de l'Union européenne. Il s'agit de deux questions différentes. L'élargissement est une question un peu à part, même si dans le contexte de l'élargissement, si la Macédoine était déjà pays membre de l'Union européenne, elle serait dans une meilleure position. Nous avons aussi un problème très important lié à l'éclatement de l'Union européenne, qui vient, à mon avis, de son isolation. Monsieur de Montbrial sait très bien que dans les mathématiques, quand on résume des données plus grandes, on a de meilleures solutions. Nous n'avons pas une politique de la migration commune, nous n'avons pas une politique démographique commune dont nous avons besoin, parce que l'Union européenne est menacée par une catastrophe démographique qui va être soutenue par une migration de masse venant de l'Afrique. Et là, je vais dire, pourquoi faire une défense commune quand nous avons l'OTAN? Eh bien, aux États-Unis, il y a la police fédérale, la police nationale. Donc, de la même manière, en Union européenne, nous avons besoin de forces de sécurité qui doivent porter la responsabilité dans leurs paramètres d'action. Pas besoin de faire appel aux Canadiens, aux Américains pour nous aider quand nous pouvons résoudre nos propres problèmes à l'intérieur de l'Union. Donnons la possibilité à M. Thierry de Montbrial de donner la réponse liée à ces différentes questions. D'abord, malgré la tentation que j'en aurai, on va garder les discussions mathématiques pour nous deux. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que Solomon vient de dire et il a tout à fait raison. S'agissant de la sécurité, il y a des degrés hiérarchiques d'organisation, etc. Et il a tout à fait raison aussi quand il souligne qu'une chose est la politique européenne elle-même et les élargissements, et une autre est au fond la politique extérieure de l'Union européenne, ce qu'il appelle la mondialisation, enfin ce que en tout cas l'interprète appelle la mondialisation de l'Union européenne. Bon, alors je voudrais également, je voudrais reprendre quand même un instant la question de l'élargissement, et puis ensuite, bien que monsieur au fond, là, qui a de beaux cheveux blancs tout au fond, et curieusement interrogé M. Passy et pas moi sur les élections françaises, je voudrais quand même lui faire un commentaire sur cette question. Mais sur l'élargissement, en effet, Solomon a tout à fait raison que l'élargissement tel qu'il a existé a empêché certains conflits. Je vais même plus loin. Moi, je connais bien la Roumanie, par exemple, je connais assez bien la Hongrie, et je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu l'élargissement à la Roumanie et à la Hongrie et à la Roumanie, le conflit sur la Transylvanie
aurait pu devenir absolument catastrophique. Par exemple, tout ça va dans le même sens. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même si tout à l'heure j'ai parlé de l'élargissement trop rapide, mais en même temps, je n'ai pas dit, mais je le dis maintenant, que cet élargissement trop rapide, finalement, je l'ai quand même approuvé. Hein, mais parce que nous étions dans une situation où il fallait choisir le moindre de plusieurs mots. On savait qu'il y aurait des conséquences. Et en effet, cet élargissement, il a, je crois, apporté plus de bénéfices que de difficultés. Mais il a apporté des difficultés qui ne sont pas résolues. Et ou pas encore résolues. Et c'est pour ça qu'avant de procéder à des vagues, à de nouveaux élargissements, il faut d'abord que nous fixions l'édifice. Si l'Union européenne devient suffisamment solide pour pouvoir absorber les pays des Balkans qui n'y sont pas, et pour pouvoir résoudre le problème de la stabilité dans les Balkans, eh bien, nos descendants pourront dire qu'on a fait du bon travail. Et je le souhaite. Mais il ne faut pas aller trop rapidement. C'est une question vraiment de rythme, si vous voulez. Et le monde n'est pas parfait. Il faut accepter que le monde va rester imparfait pendant longtemps. Alors, juste un mot sur la France, quand même, parce que c'est important. Moi, je n'interprète pas les choses exactement de cette manière. Il faut voir le contexte exact de la campagne électorale extrêmement difficile en France. Qu'il y ait des gens qui ont peur de la mondialisation, c'est évident. Qu'il y ait des gens qui, malheureusement, en France comme ailleurs, considèrent facilement que dès que quelque chose ne va pas, c'est à cause de l'Europe, c'est évident aussi. Mais vous remarquerez que finalement, il y a 2/3 des Français qui ont voté pour Macron au second tour, en sachant parfaitement que le candidat Macron, tout au long de sa campagne, a eu le courage de répéter constamment qu'il était non seulement pro-européen, mais qu'il voulait approfondir la construction européenne. Ça veut dire que l'interprétation des chiffres est tout de même très importante. Mais ceci me conduit à une dernière remarque, qui est la suivante, n'est-ce pas? C'est que nous devons réfléchir aussi au fonctionnement de nos systèmes démocratiques, qui n'est pas satisfaisant. Parce que si vous faites un référendum sur la question de savoir, je ne sais pas, par exemple, le mariage homosexuel ou une question de société, par exemple, c'est une chose. Bon, ça n'est pas quelque chose de dramatique. Bon, si la réponse est oui, la réponse est non, puis il peut y avoir quelques années un autre référendum, ça n'est pas vital. Mais ce qui ne marche pas, c'est avec une majorité de 51% de décider qu'un pays va sortir ou non de l'Union européenne. Ça a été le vote du Brexit, parce qu'on sait parfaitement que l'humeur des gens qui votent un certain jour peut être affectée par des problèmes d'une toute autre nature. Et encore une fois, aujourd'hui, les sondages en Grande-Bretagne montrent qu'aujourd'hui, ils ne voteraient pas pour le Brexit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les très grands enjeux, si on a recours au référendum, il faudrait utiliser ce qu'on appelle les majorités qualifiées. C'est-à-dire qu'il y aurait un référendum prenant une grande question comme la sortie d'un pays de l'Union européenne, qu'on fasse un référendum, d'accord, je le comprends très bien, mais ça devrait être dans des conditions beaucoup plus fortes. On pourrait imaginer d'autres formules. Par exemple, on pourrait dire qu'il faudrait qu'il y ait 2 votes successifs avec un certain intervalle de temps entre les deux, par exemple. Mais je crois que de décider d'enjeux aussi importants par une majorité simple est extrêmement dangereux. Pour adhérer à ce que vient de dire Thierry de Montbrial, c'est comme ça qu'on a organisé le référendum au Monténégro. Et là-bas, la décision préalable était que si on avait
moins de 50% contre 45%, eh bien, ça ne marchait pas, il n'y aurait pas l'indépendance. Il fallait avoir un écart de plus de 10% entre les deux votes pour trancher. Nous avons très peu de temps pour conclure et j'aimerais revenir à un des grands éléments dans le titre de ce débat, les États-Unis d'Amérique, un grand sujet. L'Union européenne par rapport aux États-Unis, est-ce qu'il faut penser aux États-Unis lorsque nous repensons la crise au sein de l'Union aujourd'hui? Est-ce que cet élément des États-Unis nous aide ou bien il ne fait qu'obscurcir le tableau? Et quel est l'avenir de ces relations d'après votre analyse? Et une dernière question de ma part. Dans la philosophie de l'Union européenne, de sa création, ce lien qui va au-delà de l'océan Atlantique avec les États-Unis, justement, ne fait-il pas partie d'une philosophie de valeurs? C'est comme ça que je vais intégrer aussi la dernière question qui a été posée. Des valeurs comme la démocratie, la liberté, un modèle qui intègre les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de démocratie. Quel est le détail? Quel est le mécanisme? C'est une question à part, mais est-ce que tout ça participe du tableau ou bien il nous faut avoir une autre vision de l'Union européenne? Seulement très, très brève, une réponse très brève. Est-ce que les États-Unis voudront adhérer à l'Union européenne? Ça, je ne sais pas. À mon avis, ça ne se fera pas bientôt. Mais nous, en tant qu'Union européenne, et là, ne riez pas, ça va paraître drôle, mais ne riez pas, je vous dirai pourquoi. Ce que l'Union doit faire, c'est de faire sa demande d'adhésion à l'OTAN. Rappelez-vous, il y a quelques années, Catherine Ashton, qui représentait la diplomatie européenne, a déployé beaucoup d'efforts pour que l'Union européenne adhère à l'ONU. De grands efforts de sa part pour que l'Union européenne obtienne sa place à l'ONU, une place à part. Comment obtenir une place à part au sein de l'ONU où on retrouve près de 200 pays venant de régions très différentes, des pays de confession, de religions différentes, etc. C'était impossible à faire. Mais dans cette même logique géopolitique, l'Union européenne a toutes les raisons de demander sa propre place au sein de l'OTAN. Parce que, encore une fois, c'est les mêmes 28 États avec une petite différence. Et là, au sein de l'OTAN, on aurait une optique, une vision très différente de nous et vice-versa. Nous, on aurait une vision différente de l'OTAN. Je m'excuse, une rapide remarque. Le lien transatlantique entre l'Union européenne et l'OTAN sans la Grande-Bretagne, ce n'est pas la même chose qu'avec la Grande-Bretagne. Est-ce que le tableau n'est pas modifié là? Oui, le tableau a changé et j'attends avec impatience le moment où la Grande-Bretagne redéposera sa demande d'adhésion à l'Union européenne et à l'issue de négociations, le Parlement bulgare ratifiera cette demande d'adhésion. Si le Parlement bulgare ratifie la demande d'adhésion, tout va bien. Bon, donc... beaucoup de choses essentielles en très peu de mots. Bon. Alors oui, la relation avec les États-Unis est extrêmement importante et restera très importante, et que l'Europe conserve des liens forts avec les États-Unis me paraît une évidence. Bon. Mais je voudrais tout de même dire... Alors, on n'a pas le temps malheureusement de discuter est-ce que l'Union européenne en tant que telle doit devenir membre de l'OTAN. C'est des questions passionnantes, on gardera ça pour un autre débat. Mais ce que je voudrais dire, je prends la question des idées, des valeurs, parce qu'en effet on n'a pas beaucoup parlé ce soir. Bon. Alors que nous ayons en gros une communauté de valeurs me paraît un élément tout à fait essentiel et qui doit être préservé et entretenu. Mais je voudrais souligner que la politique internationale ne se détermine pas
sur des questions idéologiques. Bon. Parce que nous n'avons pas parlé ce soir, par exemple, de la question difficile des rapports avec la Russie. Et on voit bien que dans ce problème des relations avec la Russie, les pays occidentaux n'ont pas vraiment choisi sur quelle base ils discutaient. Parce que si la question est de dire que la Russie n'est pas démocratique au sens occidental du terme et que par conséquent c'est un adversaire potentiel et que l'Alliance Atlantique est essentiellement finalement une alliance dirigée contre l'ennemi que représente la Russie non démocratique, c'est une chose. Si l'on considère, c'est un point de vue, si l'on considère que dans les relations internationales, on fait souvent des accords, y compris des accords stratégiques, avec des pays qui n'ont pas les mêmes gouvernements, qui sont hétérogènes, parce qu'on estime qu'il y a des intérêts communs qui justifient ces accords. Si on estime par exemple que sans la Russie, il est impossible d'arriver à stabiliser le Moyen-Orient ou même les Balkans d'ailleurs, et si on arrive à la conclusion que c'est impossible de vaincre le terrorisme d'origine islamique ou islamiste sans coopérer avec la Russie, c'est un autre point de vue. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on ne sait pas exactement quelle est comme on dit en français, sur quel pied on danse. Et je pense que cette confusion qu'il y a entre les intérêts, les considérations sur les intérêts nationaux ou des groupes de nations et sur la question des valeurs, cette confusion peut être source de malentendus et source aussi de complications qu'on aurait sans doute tous intérêt à éviter. Voyez-vous, je ne crois pas que une alliance militaire, car l'Alliance Atlantique, c'est une alliance militaire. C'est quand même une alliance militaire, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une organisation internationale comme une autre. Je ne crois pas qu'une alliance militaire puisse être fondée exclusivement sur des considérations idéologiques. Thierry a dit quelque chose de très intéressant en parlant du Moyen-Orient. Il m'a rappelé qu'il y a quelques semaines, nous avons été témoins d'un premier accord de ce type-là, l'accord de mise en place de la paix en Syrie, qui a été signé par la Russie, la Turquie et l'Iran. Les États-Unis n'y participent pas, l'Europe n'y participe pas. Encore une fois, cela montre que les processus mondiaux commence à dépendre de moins en moins de l'Occident. Une nouvelle force est en train d'émerger, ce n'est pas l'Occident, c'est une force qui commence à se manifester avec une grande puissance. Je pense que la gouvernance du président Obama y a beaucoup contribué pour que les choses en soient là aujourd'hui. Pour conclure, est-ce que cela devrait nous inquiéter, l'émergence de cette nouvelle force, ou on devrait s'en réjouir plutôt ? Le fait qu'on soit en train de perdre de l'influence ne devrait pas nous réjouir du tout. On ne sait pas ce qui va se passer avec cette perte d'influence à l'avenir. Je reviens au sujet de notre débat pour conclure. Nous, en Europe, nous parlons souvent de comment nous protéger contre les influences américaines, comment conserver notre autonomie par rapport aux Américains, mais très rarement, et là vous avez ri, très rarement on envisage notre influence sur les États-Unis. Il y a des moyens de le faire, mais nous n'avons tout simplement pas assez de confiance en nous-mêmes pour pouvoir le faire. Comment réaliser cette influence européenne sur les États-Unis? Vous voyez, les États-Unis n'empêcherait aucun pays d'ouvrir son ambassade en Alaska, par exemple. Si on veut avoir une influence aux États-Unis, on pourrait le faire si on ose le faire. Monsieur de Montbrial a dit quelque chose de très intéressant. Il y a 25 ans déjà,
il a prévenu, il savait que l'Ukraine ne pourrait pas adhérer à l'Union européenne, alors que c'était le rêve ukrainien. Nous voyons qu'il y a de nombreux rêves de ce type, le rêve macédonien, le rêve turc qui existe de moins en moins. Ma question est la suivante. Quand, d'après vous, vous avez dit tout à l'heure que l'Europe aujourd'hui ne sait toujours pas comment, au-delà des clichés idéologiques, s'autodéterminer par rapport à un acteur aussi compliqué qui rencontre des difficultés économiques importantes comme la Russie aujourd'hui. Dites-nous, quand l'Europe saura-t-elle cela? Vous travaillez peut-être avec le temps comme notion. Quand peut-on s'attendre à un éclaircissement de cette position des différents pays européens? Et pensez-vous qu'on arrivera à avoir une seule position unique là-dessus? Alors je suppose qu'on arrive à la dernière intervention, parce que sinon nos amis vont tous lasser là. Mais je vais répondre à votre question et faire tout de même un ultime commentaire à Salomon sur la question qu'il a soulevée, et il est revenu très justement, c'est la question de ces coalitions, de ces groupes qui se forment en dehors des pays occidentaux. Parce que ça, c'est lié à la question idéologique, n'est-ce pas? Ma position personnelle, c'est qu'il y a une exaspération croissante dans le monde vis-à-vis des Occidentaux, qui veulent en permanence leur faire la leçon. Bon. Ceci est de plus en plus mal supporté. Et comme c'est de plus en plus mal supporté, indirectement, nous encourageons ces groupes qui se forment en dehors de nous. On dit en anglais d'ailleurs « the West and the rest ». Hein, et nous encourageons, à force de vouloir dire aux autres comment ils doivent être gouvernés, etc., nous favorisons ces groupements qui travaillent entre eux, alors que nous aurions parfaitement pu et dû travailler avec eux. Donc c'est pour ça que je répète, il faut essayer de réduire le niveau de l'idéologie dans les relations internationales. Alors, la seconde question, je vais y répondre d'une manière un peu plus philosophique, parce que comme vous l'avez peut-être, enfin comme ceux qui étaient ce matin à l'université l'ont remarqué, l'un des problèmes qui m'intéresse le plus philosophiquement, c'est le problème du temps. Le problème du temps. Et je vais prendre la métaphore des tremblements de terre. Les tremblements de terre. Bon, aujourd'hui, les géologues savent parfaitement où les tremblements de terre se produisent, parce que nous avons compris la mécanique de la tectonique des plaques, et donc c'est les tremblements de terre, il y a des lignes qu'on connaît parfaitement, et on peut même avoir des estimations, peut-être pas de probabilité au sens rigoureux du terme, mais enfin de plausibilité de tremblements de terre, etc. Mais pour autant, aujourd'hui encore, dans l'état actuel de la science, on reste incapable de prédire le moment d'un tremblement de terre particulier, même 5 minutes avant, même 10 minutes avant. On ne le sait pas, sauf peut-être certains animaux qui apparemment ont un sens particulier. Pourquoi? Parce que les causes fondamentales d'un tremblement de terre ne sont pas de même nature que les causes immédiates d'un tremblement de terre. Mais c'est pareil pour l'explosion d'une bulle spéculative. L'explosion d'une bulle spéculative, c'est de même nature. Si vous prenez ce qu'on appelle le printemps arabe, hein, c'est exactement de même nature. Vous avez un malheureux qui s'immole au milieu de la Tunisie, ça entraîne la chute du dictateur qui était bien installé, ça se propage, entraîne une révolution en Égypte, et puis finalement la guerre en Syrie qui se prolonge toujours. Par conséquent, quand on comprend ça, on a la réponse à votre question. Je n'en sais rien. C'est-à-dire on est dans l'ordre de ce qu'on appelle, on va tout de même terminer par une évocation pseudo-mathématique, c'est le problème de la complexité. Nous sommes dans le domaine que très précisément on appelle la complexité, des non-linéarités, des non-proportionnalités des causes et des effets. Donc le timing est à peu près impossible à prédire. Mais on sait que ça arrivera. Et on sait aussi que plus on construit un ordre résistant, et plus on a de chances de pouvoir avoir les développements positifs à un avenir plus rapproché. Mais
Comme dit l'autre, l'avenir, au bout du compte, l'avenir, eh bien, il appartient à Dieu. Je vous remercie. Merci de votre participation à ce débat. Juste un mot. J'ai entendu le public très sceptique sur le changement des Américains. Et je voudrais juste vous dire, vous le leur direz après. Vous leur parlerez des grands succès de la Bulgarie qui a essayé d'influencer les États-Unis. On conclut là-dessus. Je vous remercie de votre participation active. Merci à Monsieur Thierry de Montbrial et à Monsieur Solomon Passy pour ce débat très intéressant.